souhaiter la bienvenue ici et saluer la qualité des relations entre nos deux chefs d'État, entre le Premier ministre du Burkina et nous-mêmes. Je l'appelle même Apo maintenant, mon ami et frère. Et la qualité des relations entre nos deux peuples. Je crois que bientôt, d'ailleurs, il y aura la grande commission mixte Mali-Burkina qui va passer à revue tous les domaines de coopération entre nos deux pays, pour nous donner une orientation claire et traduire en décisions administratives pratiques la volonté des deux chefs d'État et les souhaits de nos deux peuples. Vous savez, nous sommes dans une phase extrêmement sensible où il faut avoir une idée très claire de ce qu'on veut, d'où on est venu, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Parce que quand on perd un de ces repères-là, on ne se retrouve plus. Et généralement, nos adversaires travaillent à faire perdre ces repères. Donc beaucoup d'informations, les gens ont tendance à oublier ce qu'ils étaient hier. Et leur pays, quelle est leur situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui les a amenés à cette situation, où est-ce qu'ils veulent aller. Et quand j'ai été très bien accueilli au Burkina Faso par mon ami et frère, et reçu le respect et la considération du président Traoré, j'ai échangé avec mon frère et beaucoup d'autres amis que j'ai au Burkina. Je leur ai dit exactement comment moi je vois la situation. Vous savez, la première des choses, c'est qu'on sache où est-ce que vous partez. Et ça, il faut l'expliquer à votre population. Vous savez, nous, tout ce que nous faisons, on ne fait rien de secret. Le président, c'est normal, il est au sommet de la pyramide. Comme on dit, il nous dit qu'on a 3 lignes de défense. Il y a les ministres d'abord. Quand c'est les dépenses, c'est le Premier ministre. Et le président, c'est le dernier recours. Après lui, il n'y a que le peuple et Dieu. Donc ce qui fait qu'il ne parle pas beaucoup, il observe. Il intervient très rarement, généralement pour terminer un débat. Tant que le débat est au milieu, c'est le Premier ministre et les ministres. Parce que s'ils commettent des erreurs de langage ou autre, c'est le président qui corrige. Le président, comme on dit, il n'a pas droit à l'erreur. Parce que quand lui il dit quelque chose, c'est comme une règle. Les opposants s'en emparent, les partisans, chacun interprète. En ce moment, il faut avoir du courage pour défendre le président. Il ne faut pas qu'il soit obligé, lui, de venir s'expliquer. Il faut que le Premier ministre, les ministres, arrivent à expliquer à la population les idées et la volonté du président. Plus sa parole est rare, plus il est écouté. La deuxième chose, c'est qu'on va tenter de diviser au sommet. Vous savez, historiquement et politiquement, tous les pouvoirs politiques et la stabilité des États se fragilisent toujours à partir des fissures au sommet. Donc il y aura des gros efforts pour trouver une sorte de fissure au sommet où les lézards vont rentrer. Vous regardez toutes les grandes choses en Afrique. Elles ont été annihilées à la suite souvent des dissensions entre les chefs ou entre les pays. Donc, quelles que soient les choses, il faut fermement maintenir cette unité. Les gens vont essayer de jouer sur les cordes sensibles des uns et des autres pour amener celui-là est plus fort, l'autre est plus légitime, l'autre est plus visionnaire. Tout ça, c'est des discours. Vous savez, nous, pendant des mois, le Premier ministre, tout le monde lui tirait dessus. Sur les yeux, qui sur la nuque, qui sur la tête, qui sur le ventre. Et le président a tout compris. Le président ne disait rien. Donc chaque semaine, je crois qu'il y a des je ne sais pas si c'est des visionnaires ou bien des gens qui vont leur dire que c'est fini pour le Premier ministre. Mais ils ne savent pas ce que le président pense. Mais quand certains se sont rendus compte que la division qu'ils espéraient n'a pas marché, je crois qu'ils ont compris que c'est ça la force du système. C'est important au sommet il y ait du rock.
S'il y a des erreurs du Premier ministre, le président peut le dire entre eux. Bon, le Premier ministre aussi peut avoir des idées lorsqu'elles sont intéressantes. Il faut que le président les valide quand elles sont importantes, après les rendre publiques. N'est-ce pas? Parce que on a une situation, on a des militaires à la tête des pays. Si les militaires ont dit tout ce qui ne contrôle pas, vous contrôlez. Donc ils ont besoin d'informations. Quand le Premier ministre a des bonnes idées, il faut toujours les valider auprès du chef. Et après, s'en donner à l'expansion et la propagande. Bon, on peut être surpris souvent, il faut créer sur place. C'est au président en ce moment de voir ce qu'il faut tolérer, ce qu'il faut accepter. Mais l'unité rock, ça c'est la première force. L'autre chose, il y a deux domaines dans lesquels l'homme perd rapidement la raison. L'ethnie et la religion. Donc les adversaires vont essayer d'abord de jouer sur les problèmes ethniques. Ah, vous êtes majoritaire dans le pays, ah, votre population vous écoute plus, et ceci et cela. Il ne faut jamais tomber. Moi, j'ai écouté l'autre jour sur des radios internationales, des débats au Burkina Faso, où des gens se mettent des pour et les contre les Moronava. Ce n'est pas le hasard. Depuis que j'ai écouté, j'ai compris où est-ce que les initiateurs de ces débats veulent aller. Parce qu'ils savent que quand on touche à un homme vénéré dans le pays, souvent les gens ne réfléchissent pas. Donc on veut atteindre la division ethnique du pays. Bien sûr, sous le couvert du terrorisme, on dit que c'est contre les peuples, mais en réalité, c'est morceler les ethnies pour qu'il y ait des guerres ethniques. Même pendant la pénétration coloniale, c'est comme ça qu'on a occupé nos pays. Souvent les oppositions entre les ethnies, ou bien entre les frères dans la même famille. Il y a des cas, par exemple, où on a endoctriné le frère pour s'en prendre et éliminer son frère. Et quand ils ont su qu'il n'y a plus de chef, on l'a éliminé. Et l'ethnie est restée sans chef. Et sans chef a été prise rapidement. Donc, les guerres ethniques. Ensuite, il y a la religion. Quand ça vient aussi, quand on vous dit qu'on a tué quelqu'un de votre religion, bon, vous n'êtes pas très porté sur la rationalité. Vous cherchez d'abord à défendre votre religion. Donc ils vont jouer sur ça aussi. Or, chez vous, c'est un melting pot, comme chez nous. Il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, c'est leur droit. Et beaucoup de religions. Donc les gens vont jouer sur ces trois facteurs. La force de l'unité au sommet de l'État, les problèmes ethniques, les problèmes religieux. Ça, c'est un premier pan de leur activité. L'autre activité, ils vont fouiller dans l'histoire. Qu'est-ce qui a pu opposer les uns et les autres? Parce que vous savez, nous, on a eu la chance, à un moment donné, de beaucoup voir qu'est-ce qui est écrit sur le Mali. Là, j'ai lu des livres qui datent de 1878. Pendant la pénétration coloniale, comment ils ont étudié les ethnies, quelle était leur faiblesse, comment ils ont organisé les gens. Et d'ailleurs, ils ont continué ça longtemps, même pendant l'occupation. La mentalité, ceux qui sont faibles. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très portés sur la guerre, d'autres sur les affaires, d'autres sur la recherche de l'argent. Ce n'est pas des défauts dans une société. Mais eux, les qualités là, ils essaient de les utiliser contre les autres ethnies pour les diviser. Nous, en tout cas au Mali, ce problème n'existe pas. Je crois qu'au Burkina aussi, ça n'existe pas. Mais ils vont essayer de le creuser, le soulever dans le pays. Pour que les gens commencent à douter les uns des autres. Ah, je suis avec les gens de mon ethnie, les autres, il faut se méfier d'eux. Essayer de casser le socle national qui existe. Quand ils finissent avec ça, on va vouloir, coûte que coûte, créer des problèmes avec les voisins. Vous savez, on dit la première leçon de défense d'un chef d'État, c'est d'être en accord avec ses voisins. Quand vous n'êtes pas en accord avec vos voisins, là, vous ne pouvez pas être en paix. Donc cherchez des malentendus dans l'histoire où le président, pour que les gens commencent à douter de vos actes, qu'il n'y ait pas de confiance. Heureusement, chez nous aujourd'hui, avec les deux chefs d'État qui donnent l'impulsion, la confiance est totale entre nos deux populations.
Il faut creuser ça jusqu'au fond et utiliser cette force. Parce que ces deux peuples-là sont unis. Vous savez, même dans l'armée coloniale française, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, au front, les plus nombreux, c'est les Soudanais et les Voltaïques. La langue de travail là-bas, c'est le Bamanao. Parce que quand il faut monter au front, là, c'est eux. C'est des gens extrêmement braves. Ceux qui lisent l'histoire le savent. Donc nos soldats, c'est certains qui sont des hommes braves. Il n'y a rien à faire. Toutes les défaillances là, c'est souvent le leadership. J'ai l'habitude de dire aux Maliens, on a les mêmes peuples, on a les mêmes militaires, on a les mêmes terroristes. Mais aujourd'hui, les Maliens sont très fiers de leur armée. Pourquoi? Parce que le leadership a changé. Quand le leadership change, il donne l'exemple, tout le monde suit. Et j'ai dit aux Maliens, l'armée nous a restitué notre dignité, notre souveraineté, mais surtout elle a restitué la confiance. Quand les gens ont confiance, quand un peuple a confiance là, rien ne lui est impossible. Donc les autres cherchent à nous faire perdre confiance. En commençant par quoi? Douter de notre armée, se moquer d'eux. Et généralement, quand on doute sur son armée là, c'est pour se soumettre à la volonté de l'armée d'autrui. Tôt ou tard, ça peut durer 10 ans, 15 ans. Donc tous les schémas, ah oui, vous n'avez pas de militaires, vos militaires ne servent à rien, vous êtes en train de mourir, et ainsi de suite. Et la population va commencer à se dire, bon, notre armée ne peut plus nous défendre. Il faut chercher une armée étrangère. Nous sommes bien placés pour vous dire, nous avons 50 000 forces étrangères sur notre territoire. Et malgré tout, le terrorisme ne fait que s'accentuer. On est obligé de s'arrêter et se dire, mais à quoi cela sert? Et c'est comme ça que 2017, 18, 19 jusqu'au début 2020, c'est des camps entiers qui tombaient chez nous. 60, 70 personnes, 80, des villages entiers étaient rasés. 70 personnes, 140 personnes, des femmes enceintes, tout est brûlé. Les Maliens ne savent même pas où aller. Mais ça, c'est terminé aujourd'hui. La peur a changé de camp. Notre armée a détruit leurs sanctuaires, leurs bases. Donc, c'est des petits groupes qui s'attaquent à la population civile. Bon, votre pays, d'après tout ce que j'entends, vous êtes dans la phase du Mali 2018-2019. Parce que des gens viennent s'attaquer à des villages entiers qui rasent, 60-100 personnes. Et au moment où ça se passe, quelques minutes après, vous entendez sur radio étrangère en train d'accuser l'armée. Ah oui, ils étaient en tenue. Mais tellement c'est facile de coudre une tenue. On boubou là, quelqu'un peut le copier, aller faire ça et mettre ça sur quelqu'un d'autre. Mais on peut se poser la question, quel est l'intérêt votre armée peut avoir à tuer des citoyens? Qui a intérêt dans le crime? Et puis nous, on a des armées multiethniques, on a des officiers supérieurs de toutes les ethnies. Ils ne peuvent pas les tuer leurs parents. Donc tout ça, toutes ces informations, il faut que ça soit partagé jusqu'au plus bas niveau. Quand les gens comprennent ce que veut le gouvernement, il ne peut pas être battu. Les adversaires auxquels nous pensons tous là, ils n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Mais pour que le peuple soit mobilisé, il faut qu'il s'empare des idées de ces dirigeants. Bien que ces idées s'emparent du peuple. Mais vous devenez invincible et tenir dans la durée. Parce que les Africains ne tiennent pas dans la durée. Or, les adversaires là, ils ne vont jamais oublier, ils ne vont jamais baisser les bras. Ils vont dans la durée. Donc il faut que nous aussi nous tenons dans la durée. Si la lutte que nous faisons contre le terrorisme, en tout cas nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Si elle réussit, vous allez voir, toute l'Afrique va regarder vers ici. Toute l'Afrique va s'en sortir. C'est pourquoi il y aura des stratagèmes pour tuer des personnes, entacher la crédibilité des militaires, dire oui, il y a la Cour pénale internationale, il y a ceci. Alors que ceux qui ont créé cette cour-là, ils n'ont jamais accepté que l'argent aille là-bas. Ils ne font que donner l'argent. Mais c'est pour les autres. Mais notre peuple va dire non. Le vôtre aussi va dire non.
d'autres pays africains vont dire non. Je crois que si on reste sur ces lignes-là, il n'y a rien à faire, nos peuples vont gagner. Parce qu'on a une chance historique aujourd'hui. Les peuples d'air n'ont jamais été divisés. Souvent, il y a des incompréhensions entre les leaders. On a la chance aujourd'hui que les leaders parlent le même langage. Donc il faut qu'on saisisse cette mission, cette phase historique-là, pour rendre le processus irréversible, que nous construisons des routes communes, que nous commerçons ensemble. Parce que jusqu'ici, là, c'est les hommes politiques qui s'assoient, ils font des papiers. À la signature du papier, il y a un qui quitte. Ou bien on le menace, ou on le corrompt, ou on l'intimide. En tous les cas où il tombe malade. Mais quand c'est les peuples, même si le dirigeant n'est pas là, les peuples vont continuer. Vous voyez seulement l'embargo. Quand on a pris l'embargo contre le Mali, et dans l'air il y avait l'embargo, mais sur terre, là, les populations burkinabées ont refusé. Ils ont enlevé les barrières. On a continué à commercer. Même certains pays qui ont pris l'embargo contre nous. Mais on s'est rendu compte cette année que nos échanges commerciaux avec ces pays-là ont été multipliés par 2. Mais aucun homme politique ne peut penser à ça. Ça veut dire que les peuples ne sont pas d'accord. Les peuples ont soif d'intégration. Les dirigeants doivent chercher à réaliser ce souhait des peuples. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais chez vous. Le président nous a très bien accueillis. J'ai beaucoup discuté avec mon frère Apollinaire. Et de temps en temps, on s'appelle. Quand je vois des choses très intéressantes, je les envoie et vice-versa. Et je crois que si on se tient la main, il n'y a rien à faire, on va aller de l'avant. Je suis convaincu de ça. Et on ouvre des perspectives. Chaque fois qu'il y ait de l'espoir, vous savez, le peuple vit d'espoir. Il faut toujours qu'il ait l'espoir que demain sera mieux. Sinon, ce qu'il a déjà ne lui suffit plus. Et ça, c'est normal. C'est ça la nature de l'homme. Ce qu'il a, il cherche toujours mieux. Et je conclue par ça. Vous voyez, par exemple, moi, quand les délégations étrangères viennent souvent ici, on fait les huis clos. Mais personnellement, les discours officiels au nom du peuple malien, je tiens à ce que ça soit publié, que tous les Maliens voient. Donc les villageois, là, quand on lui traduit dans sa langue nationale, il sait ce que son premier ministre a dit. Donc c'est comme si c'est lui qui a parlé. Donc tout le monde se sent vraiment ragaillardi. Bon, le président observe. S'il y a des erreurs, il corrige et puis on ajuste. Parce que lui, c'est le dernier recours. C'est comme ça en tout cas que nous travaillons. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et qu'on ne laisse pas les gens venir tomber comme ça, parce que vous savez, nous sommes des sociétés très faciles à manipuler. Que des gens viennent se mettre à critiquer de façon gratuite, parce qu'il y a des forces organisées pour déstabiliser mentalement. Généralement, que c'est les jeunes, l'intelligence et les femmes. C'est les corps les plus actifs politiquement et les plus fragiles à infiltrer et déstabiliser le pays. Si la direction est très consciente de ça, le peuple ne cherche qu'à être bien dirigé. Tous les peuples sont les mêmes. Il n'y a pas de mauvais, de bons peuples. C'est les dirigeants, il y a des bons et des mauvais. Quand les peuples sont bien dirigés, ils acceptent. Voilà ce que je voulais vous dire.